à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Une édition qui nous emmènera à Roquefort-les-Pins où s'est rendu son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cette commune des Alpes-Maritimes vient d'intégrer officiellement le réseau site historique Grimaldi de Monaco. Reportage à suivre dans quelques instants. La rentrée scolaire se poursuit à Monaco après le collège ou le lycée. Nous avons suivi ce soir les petits de la maternelle qui font leur premier pas à l'école et celle des pensionnaires du centre de formation de l'AS Monaco qui a vu éclore de nombreuses légendes du ballon rond depuis 50 ans. La mobilité et l'accès à la principauté au cœur des préoccupations de la FEDEM. Elle soutient l'idée d'un projet de métro pour fluidifier la circulation, un projet qu'elle a présenté lors d'une conférence de presse. Greg Lecoeur interpelle sur l'impact des activités humaines sur les cétacés. Le photographe dévoile des clichés saisissants dans une exposition soutenue par la Cobams. Et puis c'est peut-être le début d'une belle success story monégasque. Monte Carlo Beer s'associe à l'un des leaders du secteur pour développer sa marque au Royaume-Uni. L'un de ses fondateurs, William Schaeffer, sera notre invité ce soir. Nous ouvrons donc ce journal en prenant la direction de Roquefort-les-Pins où s'est rendu aujourd'hui son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Cette commune des Alpes-Maritimes vient d'intégrer officiellement le réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Ses liens avec le Rocher remontent au XVIIIe siècle. Le reportage sur place de Fabien Bonilla et Camille Caloni. Roquefort-les-Pins, situé entre Villeneuve-Loubet, Valbonne, Le Rouret et la Colle-sur-Loup, cette petite ville est habitée par plus de 7200 personnes. Eh bien, son maire, Michel Rossi, maire de Roquefort-les-Pins depuis 1983 sans interruption, a reçu ce mardi matin le Prince Albert II dans le cadre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Ça représente un lien avec la principauté de Monaco, avec sa famille régnante. Il y a une mobilisation générale, tous les jeunes les enfants sont là. On essaye de recevoir son Altesse de manière la mieux possible. Lors de cette cérémonie, le Prince a procédé avec le maire au dévoilement de la plaque site historique Grimaldi de Monaco en présence des personnalités de la ville et de la présidente du groupe d'amitié franco-monégasque, Dominique Estrosi-Sassonne. Le Prince Albert II a reçu par la suite la médaille de la ville. Roquefort-les-Pins était le chaînon manquant d'un ensemble territorial de 3 communes autour de Saint-Paul-de-Vence, de La Colle et de Roquefort, qui toutes 3 faisaient partie du territoire de Saint-Paul au XVIIIe siècle, lorsque deux Grimaldi ont été gouverneurs de Saint-Paul, et donc aussi de Roquefort-les-Pins. Alors rituellement, lors de ces cérémonies d'adhésion, est dévoilée la plaque signalétique d'appartenance, alors qui peut être mise en place en entrée d'agglomération ou encore sur chevalet, et puis symboliquement, le prince souverain remet cette statuette de Malidia, qui est le fondateur mythique de la dynastie à Monaco, qui est la reproduction de la statue monumentale qui est sur la place du Palais, donc qui symbolise bien ce trait d'union entre la principauté et les collectivités qui adhèrent à ce réseau qui existe depuis 10 ans cette année. Un déplacement à Roquefort-les-Pins qui s'est poursuivi par la visite du prochain centre de consultation et d'imagerie médicale, un pôle de santé qui ouvrira ses portes dans quelques semaines et qui regroupera une dizaine de médecins et un cabinet de radiologie. Il pourra accueillir les habitants de 8 villages environnants, ce qui correspond à plus de 50 000 habitants. Roquefort-les-Pins fait partie désormais des quelques 80 collectivités territoriales adhérant à l'association française Site historique Grimaldi de Monaco, sans oublier une trentaine de collectivités italiennes. Eh bien, à l'occasion des 10 ans de la création de cette association, le 10 octobre prochain, une grande cérémonie d'anniversaire sera organisée au Yacht Club de Monaco. La rentrée scolaire se poursuit en principauté. Ce soir, nous avons suivi celle des maternelles de l'école du Parc. Si certains enfants étaient impatients de retrouver leurs copains, d'autres ont eu un peu plus de mal à se détacher de leurs parents. Entre sourire et émotion, Devika Guérenfard et Arnaud Humbert les ont accompagnés pour leur premier jour. C'était un réveil matinal pour les élèves de l'école du Parc. La plus grande école élève maternelle de la Principauté accueillait ce matin ses 8 classes. Après une journée porte ouverte pour découvrir l'établissement lundi, place aujourd'hui à la vraie reprise. Une étape pour les enfants, mais aussi pour les parents. C'est super, après les vacances, on jouait beaucoup et maintenant c'est bien encore l'école. Elle aime beaucoup pour jouer avec les enfants. C'est jouer aujourd'hui, c'est important pour elle et important pour les parents. Il est content de retrouver les copains, il est content de retrouver l'école et d'être parmi les grands surtout. Facile. Le petit, il a l'habitude, donc du coup, et puis les maîtresses sont super sympas. Donc il s'est senti tout de suite à l'aise et voilà, aucun problème.
Ah oui, la trousse est dans le sac, trousse Coca-Cola, c'est bon, il peut rentrer au collège. Si cette rentrée marque un cap pour les familles, elle est aussi un grand moment d'organisation pour l'établissement qui la prépare depuis le mois de juin. Alors cette rentrée s'est préparée longtemps à l'avance, effectivement. Une rentrée se prépare toujours, même l'année précédente. Mais sinon, concrètement, les premières équipes sont revenues sur l'établissement 15 jours avant la rentrée effective. Alors on a de tout, on a des parents stressés, on a des parents curieux, on a des parents très relax, on a toutes sortes de parents, mais effectivement on est là aussi pour rassurer ceux qui sont effectivement plus tendus en cette rentrée. C'est la raison pour laquelle justement nous avons déjà procédé à une première rencontre parents-enseignants dès hier soir, de manière à pouvoir tout de suite rassurer tout le monde et répondre à toutes les questions. La rentrée est désormais lancée au pied du parc Princesse Antoinette, une rentrée parfois plus difficile pour ceux qui auraient préféré prolonger les vacances, mais promis, celles de la Toussaint arrivent à grands pas. C'est la reprise également du côté de l'Académie de l'AS Monaco qui fête cette année ses 50 ans, un lieu unique où football et scolarité se conjuguent pour former les talents de demain. Si les pensionnaires du centre de formation ont déjà effectué leur rentrée sportive, ils n'avaient pas encore retrouvé les salles de classe. C'est désormais chose faite. Le reportage de Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. Depuis sa création, le club a formé de grands noms du football mondial, Mbappé, Trezeguet ou encore Emmanuel Petit. Pour inspirer les nouveaux pensionnaires, les chambres de la Diagonale sont désormais personnalisées aux couleurs de joueurs emblématiques, au sein d'une école pas comme les autres, où le football rime avec scolarité, rigueur et excellence. C'est pas forcément la journée qu'on préfère dans la saison, mais c'est une journée importante parce que, comme ils l'ont dit la direction, faut trouver l'équilibre dans notre cursus. Et l'école, ça nous permet aussi de nous développer et d'apprendre autre chose que le football. Parce que si le football ça marche pas, il faut avoir une porte de sortie aussi. Du coup c'est important de se la donner aussi à l'école. Je pense un peu comme tout le monde ici, le joueur fétiche, le joueur étoile c'est Mbappé. Hein. Même si c'est pas forcément mon poste, moi je suis plutôt défenseur. Enchaîner les deux à la fois au niveau, ça fait grandir. Ça fait prendre en maturité, ça fait grandir et on est obligé de s'adapter en soi. Ici, le football ne suffit pas, la scolarité est au cœur du projet. 58 jeunes suivent un cursus complet, de la seconde à la terminale. Filière générale, technologique ou professionnelle, 24 professeurs, plus de 230 heures de cours par semaine. L'objectif, former des joueurs, mais aussi des hommes. Le socle sur lequel vous bâtissez le footballeur professionnel, restent les valeurs humaines. Ça reste les valeurs humaines. Donc le diagnostic n'est pas uniquement sur la personnalité et le caractère. Par contre, sur les valeurs de travail et de détermination, derrière, vous y greffez l'expertise du footballeur. Donc, recruter un jeune garçon, en tout cas, scouter un jeune garçon, c'est une multitude de facteurs qui font que vous avez l'impression qu'avec le travail, avec ce qu'on va lui demander comme effort, avec les infrastructures qu'on va mettre autour de lui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'avoir un club et une principauté qui mettent des infrastructures autour de nos élèves, autour de nos joueurs, qui sont tout bonnement exceptionnelles. Donc, on réduit les incertitudes. On leur demande de travailler et derrière, il y a des chances que ça devienne des footballeurs intéressants. Une rentrée qui allie exigence, tradition et ambition, fidèle à l'esprit de l'AS Monaco depuis 50 ans. En basket, la Roca Team a officialisé aujourd'hui l'arrivée de David Michino. Arrivé en provenance de Bursaspor en Turquie, le meneur international français connaît très bien le championnat de France pour y avoir évolué 9 saisons par le passé. Un nouveau renfort de choix pour le club de la Principauté qui poursuit sa préparation d'avant-saison. La mobilité et l'accès à la Principauté au cœur des préoccupations de la FEDEM, la Fédération des entreprises monégasques, soutient l'idée d'un projet de métro pour fluidifier la circulation, un projet qu'elle a présenté lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Plus de détails dans ce reportage de Chrisinda Petit-Homel et Arnaud Humbert. Cap d'Aille est devenu le symbole d'une Riviera saturée. Chaque jour, des salariés passent des heures bloqués dans les embouteillages, avec à la clé une lassitude grandissante. Ni le télétravail, ni les transports en commun déjà bondés, ni le refus des communes voisines de développer l'urbanisme n'ont permis de résoudre cette crise de mobilité. Pourtant, la Principauté reste une véritable locomotive. En 10 ans, l'emploi
y a progressé de 10 à 20%. Et cette réussite économique et sociale se heurte à une réalité implacable, des routes totalement engorgées. Face à ce constat, la FEDEM avance une seule solution, la création d'un métro rapide reliant l'aéroport de Nice à Vintimille. Un projet ambitieux pensé sur un siècle pour désengorger Monaco et offrir enfin une respiration à toute la Riviera. Nous arrivons au bout d'un système de transport et de logement des actifs. Pour nous, la seule solution raisonnable existante, technologiquement existante, réalisable, puisque les Suisses l'ont démontré encore très récemment, c'est de construire une infrastructure indépendante de la SNCF qui permette de déplacer 25 000, 30 000 personnes, peut-être bien un jour 50 000 personnes au quotidien pour entrer et sortir de Monaco sans aucune émission de CO2, dans des conditions humaines de temps beaucoup plus rapides que l'heure et demie qu'on met aujourd'hui pour venir de Nice. Clairement, nous perdons une attractivité auprès des salariés qui, pour certains, petit à petit, nous quittent en disant que c'est trop compliqué. Ma qualité de vie est plus importante, je préfère gagner moins en France, mais avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, pour aller chercher mes enfants à l'école. Mais au-delà, même Monaco est un pays qui a toujours été tourné vers l'extérieur, qui s'est enrichi des étrangers. Nous respirons au quotidien 50 000 personnes qui rentrent et qui sortent, et pas seulement des salariés, mais nos clients, l'immobilier, à des résidences secondaires en grande partie à Monaco. Ces gens-là rentrent et sortent de Monaco. Les clients des hôtels, les clients des restaurants rentrent et sortent au quotidien de Monaco. Et nous devons leur apporter une qualité de transport suffisante pour qu'ils apprécient la prestation Monaco. Pour nous, ce projet est de l'ordre de ce qui a été fait à la fin du 19e siècle par Charles III, qui a amené le chemin de fer à Monaco. C'est aussi important pour le développement économique futur que ce qui a lancé Monaco à la fin du XIXe siècle avec la construction du casino et l'arrivée du chemin de fer. Peut-être encore plus que les 5 millions de francs or négociés à l'époque, c'était l'arrivée du chemin de fer qui est une infrastructure de développement, puisque partout dans le monde, le développement économique se fait par les infrastructures. Un pari d'avenir donc. 5 à 10 ans de travaux seraient nécessaires pour voir ce métro sortir de terre. Un chantier estimé à 4 milliards d'euros, mais pensé comme un investissement sur le long terme, capable de redonner de la fluidité à la Riviera. Et selon la FEDEM, une solution pour permettre à Monaco de continuer d'avancer. Il est l'un des grands témoins de la Méditerranée. Le photographe Greg Lecoeur présente actuellement une exposition saisissante qui alerte sur l'impact des activités humaines sur les cétacés. Méditerranée sauvage, cétacés en images, protection en action, nous plonge dans un univers non loin de nos côtes. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a pu découvrir cette exposition soutenue par la COBAMS. Le récit de Sarah Inkari sur des images de Camille Caloni. Cette image illustre de manière saisissante l'une des principales menaces qui pèsent sur les cétacés. Ce cachalot a perdu la vie dans une collision avec un navire, un moment tragique capturé par le photographe Greg Lecoeur. Depuis 25 ans, ce passionné s'efforce d'alerter la société et les pouvoirs publics à travers son art. Il se passe beaucoup de choses, il y a de nombreuses pressions dues aux activités humaines, comme le tourisme par exemple, le trafic avec les ferries, mais aussi le trafic maritime pour le commerce. Et donc tout ça, ce sont des gros dangers pour les mammifères marins. Et aujourd'hui, ce serait intéressant, même très important, de réduire par exemple la vitesse des navires pour limiter la pollution sonore, pour limiter les collisions, la pollution chimique aussi. Cette exposition que le Prince Albert II a découvert hier est soutenue par la COBAMS, un accord intergouvernemental créé dans les années 2000 visant à protéger les cétacés. Donc on essaye de recueillir un maximum de données et d'informations sur les espèces, sur leur abondance et leur distribution, et faire la même chose avec les activités humaines qui peuvent avoir un impact sur les cétacés. Quand on superpose ces deux couches d'informations, il y a des zones qui ressortent, et ces zones-là demandent une attention particulière en matière de conservation. Et ça nous permet, avec l'aide de notre comité scientifique, de pouvoir définir des mesures concrètes. Ça peut être la mise en place d'aires marines protégées pour les cétacés, mais ça peut être également des zones de diminution de vitesse de certains navires. L'ensemble de ces clichés ont été pris au large de Monaco. Les eaux monégasques regorgent en effet de créatures fascinantes à protéger. Baleines, tortues, dauphins, raies. Peut-être avez-vous pu les observer de près en mer ou en photo. Celles-ci étaient visibles en mai et en juin dernier à la Maison de France.
C'est une belle histoire que nous allons vous raconter à présent, celle de deux amis qui ont décidé de lancer en 2019 leur propre marque de bière, la Monte Carlo Beer. Après avoir conquis la clientèle de Monaco et de la Côte d'Azur, les deux entrepreneurs monégasques s'apprêtent à séduire le public britannique. En lançant une nouvelle gamme de bières, ils viennent de s'associer à Molson Coors, l'un des leaders mondiaux du secteur. William Schaeffer, l'un des fondateurs de Monte Carlo Beer, est en duplex avec nous depuis le Royaume-Uni pour nous en parler. Bonsoir William. Bonsoir. C'est une nouvelle dimension qui s'offre à votre marque aujourd'hui avec ce partenariat. Hein. Oui, en effet, oui, on est aujourd'hui à Birmingham donc, pour le meeting annuel des commerciaux de Molson Coors, donc Molson Coors étant le 5e plus gros brasseur mondial, pour l'annonce officielle, en tout cas, du partenariat entre Molson Coors et Monte Carlo Beer. Oui, et sur quoi repose ce partenariat ? Alors, le partenariat se repose sur le développement d'une recette spécifique, qui est une lager. Donc, c'est le liquide le plus apprécié et bu ici en Angleterre. Avec l'idée de conserver quand même la marque, l'image de marque et l'histoire qu'on a construit avec mon associé Anthony depuis maintenant 2019, en développant justement cette nouvelle recette donc de lager qui est déjà d'ailleurs distribuée ici en Angleterre, à Londres et bientôt à Birmingham. Avec le développement de cette recette-là, d'abord sur le marché UK anglais, et par la suite sur le marché monégasque et alentour. Est-ce que vous mesurez un petit peu l'importance de cette association avec l'un des leaders mondiaux du secteur ? Alors non, c'est quelque chose on a encore du mal à réaliser, je pense. On a fait l'annonce officielle. Alors il y a eu l'annonce officielle il y a un mois à Burton, qui est donc là où leur brasserie est située. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Anthony de la réalité de ce deal. On a encore un peu de mal à le réaliser. Je pense qu'on va le réaliser très bientôt, puisque dans une demi-heure, on part au forum avec eux et on va présenter devant 600 personnes notre histoire avec Anthony. Donc je pense que là, ça sera le final check pour vraiment réaliser ce qui se passe. Ouais. C'est un bel essor pour Monte Carlo Beer. Cela faisait partie de vos ambitions de départ avec Anthony Oringo pour développer cette marque. Alors, on a toujours voulu s'associer avec un grand. Quand on a créé ça, c'est vrai que nous, l'idée, c'était de mettre Monaco, bien sûr, notre pays en avant. On voulait vraiment faire un peu les choses différemment, montrer une image peut-être un peu différente de ce que Monaco peut donner des fois. C'est pas forcément que des strass, des paillettes, des yachts, tout ça. Ça peut être aussi deux amis avec des grands rêves qui ont envie de faire un produit de qualité. Et c'est vrai qu'on l'a toujours dit depuis le début avec Anthony de pourquoi pas développer ça au maximum et après s'associer avec un leader mondial pour continuer cet essor et continuer le développement. Et aujourd'hui, c'est chose faite et on est super fiers. On est vraiment, vraiment fiers. Et comment s'est créé le contact avec Molson Coors ? Alors, c'est eux qui nous ont approchés il y a 2 ans aujourd'hui, presque jour pour jour. On a été contactés par LinkedIn simplement en nous disant qu'ils aimaient bien ce qu'on fait, notre histoire. Et ça a été des discussions pendant ces 2 ans. Et là, pour enfin signer du coup ce partenariat depuis juillet cette année 2025. Donc les Britanniques ne sont pas si surpris que cela, que Monaco brasse sa propre bière ? Non, apparemment, ils nous suivent depuis un moment. On était dans leur radar depuis quelques temps. Et puis peut-être l'identité de votre marque qui est basée sur l'héritage monégasque. Exact, ouais, exact. Comme je l'ai dit, l'idée, c'était vraiment... On a toujours voulu mettre Monaco en avant, notre pays. On a toujours voulu montrer cette image un peu différente que les gens habitant Monaco, les gens de la région savent ce que Monaco est, mais c'est vrai que nous, on a habité à l'étranger, en Asie notamment, et c'est vrai que Monaco a cette image, pas forcément de brasseurs ou d'entrepreneurs faisant des choses, donc c'est vrai que c'était important pour nous de mettre ça en avant. Et encore une fois, Molson l'a compris et Molson Coors va continuer en tout cas à cultiver cette image-là. Donc ouais, vraiment, vraiment top. Donc désormais, vous êtes prêt à séduire le marché britannique et on l'a entendu, vous imaginez séduire d'autres clients bien au-delà.
Effectivement, Molson Coors est très présent. C'est un groupe américano-canadien, donc c'est vrai que l'idée de commencer d'abord sur le marché anglais, qui est un très gros marché au niveau de la bière, et après par la suite, pourquoi pas attaquer dans quelques années le marché américain et canadien. Ce serait une belle consécration. Ouais. Le début d'une belle success story. Merci beaucoup, William Schaeffer, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour parler du très beau développement de votre marque Monte Carlo Beer. Merci beaucoup. Merci à vous. Du football à présent et plus précisément du foot corporatif avec un trophée très prisé par les équipes participantes. La finale de la Coupe Prince Albert II s'est déroulée hier au stade Didier Deschamps à Cap d'Aille en présence du prince souverain. Alors qui a remporté cette 12e édition? Eh bien la réponse en images avec Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. Sur le terrain, l'entreprise Ribéry affrontait la Halle du Midi devant les nombreux supporters présents au stade Didier Deschamps. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont montré une belle intensité, mais c'est rapidement l'entreprise Ribéry qui a pris le dessus grâce à sa puissance offensive et un jeu collectif à l'image de la relation entre les joueurs. Voilà, c'est la concrétisation de toute l'année dernière du coup. Et voilà, on a bien travaillé toute l'année, on est content de remporter ce match ce soir. C'est un travail de toute l'équipe, même ceux qui n'étaient pas présents ce soir. On pense beaucoup à Flo qui malheureusement n'a pas pu être là, parce qu'il travaille. Et voilà, c'est pour lui aussi, on est fiers pour mon entreprise et voilà, c'était une super année. Score final 6-2 en faveur de l'entreprise Ribéry. Parmi les artisans de cette large victoire, Bassine Gonçalves s'est distingué en inscrivant un doublé qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la finale. Notre coach nous avait fait un discours qu'on a essayé de respecter. On dit que c'est le collectif qui passe avant. Il n'y a pas d'individualité où vraiment on était là à faire les efforts les uns pour les autres. Après, peut-être le fait que j'ai marqué 2 buts, ça a peut-être joué dans le... Ça a pesé dans la balance, mais ce n'était pas spécialement un objectif. L'objectif, c'était de ramener la coupe du vainqueur, et c'est ce qu'on a fait tous ensemble. Donc après ça, c'est que du bonus. La Coupe Prince Albert II a enfin trouvé son champion 2024, un an plus tard, mais avec toute la ferveur qu'elle mérite. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Christinda Petit-Omel, suivi de votre magazine Culturama proposé par José Sacré. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali et la rentrée au centre de formation de l'AS Monaco. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, le temps restera lourd et instable. Le ciel sera souvent nuageux avec des orages attendus dans l'après-midi. Les températures iront de 18 à 26 degrés. Côté calendrier, nous fêterons Saint-Nicolas de Tolentino, un moine italien du XIIIe siècle connu pour sa grande compassion. On raconte qu'il distribuait du pain béni aux fidèles, une tradition qui s'est transmise pendant des siècles. Et puis sinon, le mardi, eh bien, c'est le jour de la météo de l'eau mise en place par la Société monégasque des eaux. Cette semaine, nos réserves d'eau ne couvrent que 15 à 25% de nos besoins. Chaque geste compte donc. Fermez le robinet, pensez à privilégier la douche et surtout économisez l'eau. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.